Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous révisez comme vous en avez envie et que le confinement c'est pas trop long. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie pour ce confinement. Coucou, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous restez tous motivés, même si c'est long. Prenez des pauses, c'est super important, vous avez le temps de les prendre. Mangez bien, dormez bien, c'est aussi super important. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la bronchomérisation parce que c'est ce que vous nous avez demandé de faire. Je vais faire jusqu'à J34 et puis après Arthur il fera les J restants. Pentamère. Donc ce qui est important, c'est de ne pas confondre la métamérisation et la bronchomérisation. La métamérisation, pour rappel, elle a lieu de J20 à J35 et elle ne concerne que le feuillet mésoblastique. En fait, la métamérisation, ça va être surtout pour le tronc parce qu'elle va avoir lieu qu'en dessous du 8e sommet et elle va permettre la formation du squelette axial. Donc un métamère, pour rappel, c'est une paire de sommites plus une paire de ganglions nerveux plus une paire de nerfs plus un fragment de corde et plus un fragment de tube nerveux. Donc au-dessus du 8e sommite, on va pas avoir de métamérisation, mais on va avoir le processus de bronchomérisation pour la partie céphalique de l'embryon. Elle va commencer à J23 et on va avoir la mise en place de bronchiomères dans le sens crânio-caudal. Ça c'est comme la métamérisation, c'est dans le sens crânio-caudal, c'est-à-dire de haut en bas. La bronchomérisation, contrairement à la métamérisation, elle va concerner tous les feuillets embryonnaires et pas seulement le feuillet mésoblastique. Mais les mouvements des feuillets vont être grâce au mouvement du mésoblaste. Le mésoblaste, en fait, il va s'épaissir, ce qui va déformer, hop, comme ça, l'entoblaste en interne et l'ectoblaste en externe. Donc, ça va déformer l'entoblaste qui va être poussé vers l'intérieur, et on va parler d'une évagination, et l'ectoblaste qui va être poussé vers l'extérieur, et on va aussi parler d'une évagination. Il va y avoir des épaississements à différents niveaux et ça va former les arcs bronchiaux. Et entre ces arcs bronchiaux, on va former des sillons. On parle d'évagination pour l'entoblaste alors qu'il va vers l'intérieur et d'évagination pour l'ectoblaste alors qu'il va vers l'extérieur. En fait, c'est le mésoblaste qui va pousser et en fait, quand il va pousser vers l'extérieur de lui, si on prend comme référentiel le mésoblaste, quand il va pousser, ça va évaginer l'entoblaste même s'il va vers l'intérieur, alors que l'ectoblaste, il va aller vers l'extérieur et on va aussi parler d'une évagination. Quand on parle d'une invagination de l'entoblaste, ça va être vers l'extérieur, vers le mésoblaste. Et une invagination de l'ectoblaste, ça va être vers l'intérieur, vers aussi le mésoblaste. Donc on parle bien d'évagination. Un arc bronchial, ça va être tout ça. Avec un épaississement mésoblastique, une évagination ectoblastique et une évagination entoblastique. Et là, donc, on aura des sillons. Donc, la bronchomérisation, ça va être la mise en place d'arcs bronchiaux. Un bronchiomère, c'est une paire d'arcs bronchiaux, l'arc bronchial droit et l'arc bronchial gauche. Donc, un arc bronchial, c'est un épaississement mésoblastique tapissé d'ectoblastes en extérieur et d'entoblastes en intérieur. Comme l'extoblaste est repoussé vers l'extérieur au niveau des épaississements mésoblastiques, ça forme des sillons ectoblastiques. Et comme l'entoblaste est repoussé vers l'intérieur, on parle d'évagination entoblastique et donc pas d'invagination. Il peut y avoir des pièges sur ça, donc attention. Une paire d'arcs bronchiaux, donc ça va contenir des massifs cartilagineux, des massifs musculaires, une paire d'arcs aortiques venant du cœur et des nerfs venant du cerveau. Donc là on se rend compte qu'on a des nerfs qui vont être issus de la métamérisation, parce que j'ai dit qu'un métamère comportait une paire de nerfs, et on a des nerfs qui vont être issus de la bronchomérisation. Ce qui est important, c'est que le maximum d'arcs bronchiaux que peut avoir l'embryon, ça va être 6, mais on peut en voir que 4 à l'extérieur, jamais plus. Si vous avez une question qui vous dit qu'on peut voir 5 arcs bronchiaux, ça sera forcément faux. Donc 6 arcs bronchiaux au maximum, mais 4 visibles au maximum. La formation des arcs commence donc à J23, à J25 on a 2 arcs bronchiaux, et à J31 on peut observer le maximum d'arcs bronchiaux en extérieur, c'est-à-dire 4 comme j'ai dit juste avant. Donc les jours clés de la bronchomérisation, ça va être J31, J34, J42 et J49. Donc on va commencer avec J31. À J31, l'embryon va ressembler... J31, l'embryon va ressembler à un... C'est trop dur. Wesh, c'est quoi mon délire là de parler vite comme ça? À J31, l'embryon va ressembler à un Pokémon, je trouve.
La tête, elle va être très grosse proportionnellement à la taille de l'embryon puisqu'elle représente la moitié de sa taille entière. Le tube nerveux, lui, a déjà terminé sa fermeture avec la fermeture des neuropores antérieurs et postérieurs. Et là, donc, on va avoir la mise en place, à J31, des éléments de la face. Le nez, les oreilles, la bouche, les yeux, grâce à la formation des éléments sensoriels. Parce que des oreilles qui n'entendent pas et un nez qui n'a pas d'odorat, ça n'a aucune utilité. Donc les éléments de la face, ils vont se mettre en place grâce à la mise en place des éléments sensoriels. On a donc des placodes oculaires pour la vue, olfactifs pour l'odorat, otiques ou auditifs, c'est la même chose pour l'ouïe, et épipharyngés pour le goût. À J31, on retrouve ces éléments, mais ils ne sont pas à leur place définitive. Ils vont devoir migrer, sinon on aurait des yeux ici, extrêmement latéralisés à la place des oreilles, et c'est pas super pratique. Donc en fait, les éléments sensoriels, au début, on les appelle des placodes. Donc je vais décrire les localisations de ces différentes placodes. Les placodes olfactifs, ça va être les plus ventrales, les plus antérieures, mais elles sont quand même très éloignées les unes des autres. Donc elles vont devoir se rapprocher, c'est comme si elles étaient ici, pour former le nez. Ensuite, on va avoir les placodes oculaires qui sont environ à la même hauteur que les placodes olfactives, mais elles vont être plus latérales. Alors, si on a les placodes olfactives ici, on va avoir les placodes oculaires ici. Donc elles aussi, elles vont migrer et se rapprocher pour former les yeux. Ensuite, on va avoir les placodes otiques qui vont être, elles, beaucoup plus basses et plus dorsales que les précédentes. Elles sont au niveau du deuxième sillon ectoblastique, donc ça c'est un rapport important. Et elles vont donner l'oreille interne et moyenne, mais pas l'oreille externe. Donc on peut dire que les placodes otiques participent à la formation de l'oreille, mais la forment pas complètement puisqu'elles forment que l'oreille interne et moyenne. Donc c'est comme si elles étaient ici, et les placodes otiques, elles vont migrer plus vers le haut parce qu'elles sont vraiment très basses, mais elles sont à peu près bien, elles sont assez latéralisées, donc comme les oreilles chez l'adulte. Et enfin, on va avoir les placodes épipharyngées, on en a plusieurs et elles vont se localiser vraiment sur la face latérale de l'embryon, à différents étages, donc comme ça, on peut imaginer. Donc voilà la description des différents éléments sensoriels. Et maintenant, je vais vous décrire les arcs bronchiaux qui sont visibles en extérieur à J31. Donc on en a 4 qui sont visibles en extérieur, mais en réalité, à J31, l'embryon, il va avoir 6 arcs bronchiaux, mais le 5 et 6e arc ont évolué et ont disparu. L'arc bronchial numéro 1, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est bifide. Bifide, ça veut dire qu'il va être constitué de 2 bourgeons. On va avoir le bourgeon maxillaire et le bourgeon mandibulaire. Sinon, on peut les appeler aussi bourgeon maxillaire supérieur et bourgeon maxillaire inférieur. C'est la même chose. Pour le premier arc bronchial, on va d'abord décrire le bourgeon maxillaire. Donc, il a un arc aortique, on l'appelle le premier arc aortique. À chaque fois, le numéro de l'arc aortique correspond au numéro de l'arc bronchial. Le nerf associé va être le nerf maxillaire, le 5-2. Donc, bourgeon maxillaire, nerf maxillaire, ça va, c'est assez logique. Le processus associé, ça va être le processus maxillaire. Et on va avoir un massif musculaire associé qui n'est pas décrit, juste savoir que chaque arc bronchial a un massif musculaire associé. Donc, le deuxième bourgeon du premier arc bronchial, ça va être le bourgeon mandibulaire ou le bourgeon maxillaire inférieur. Je vous ai dit, c'est la même chose. Donc, l'arc aortique associé, ça va être encore le premier, puisqu'on est encore dans le premier arc bronchial. Et le nerf associé, ce sera le nerf mandibulaire, donc le nerf 5.3. Le massif cartilagineux du bourgeon mandibulaire, ça va être le cartilage de Meckel. Il va être là. Il va former la mandibule en fait. Et on a aussi un massif musculaire associé. Le deuxième arc bronchial est associé au deuxième arc aortique, normal. Et le nerf associé, ça va être le nerf facial, le nerf 7. Et le cartilage associé, ça va être le cartilage de Reichert. Il va être juste en dessous, le cartilage de Meckel, donc pour la mandibule, et juste au-dessus du cartilage hyoïdien, entre les deux. Comme je vous ai dit, la bronchiomérisation, c'est dans le sens crânio-caudal, donc les cartilages que je décris, ils partent du haut et ils vont vers le bas. Pour le troisième arc bronchial, lui, il est associé au troisième arc aortique, et il est associé aussi au nerf glossopharyngien, donc le nerf numéro 9. Lui, son cartilage, ça va être le cartilage hyoïdien, donc il va former l'os hyoïde, et il a aussi un massif musculaire. Pour le quatrième arc, il va être associé au quatrième arc aortique et au nerf laryngé supérieur. Donc il vient du nerf numéro 10. Le massif cartilagineux, ça va être le même en fait
pour les 4e, 5e et 6e arcs bronchiaux, ça va être les cartilages du larynx. Donc comme vous les avez vus, on a le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, les cartilages aryténoïdes. Là, c'est pas forcément décrit, on sait juste que le 4e, 5e et 6e arcs bronchiaux donnent les cartilages du larynx. Et pareil, on a des massifs musculaires associés. Donc pour le 5e arc et le 6e arc, eux, ils ont involué, mais les nerfs associés à ces arcs étaient le nerf laryngé du 5e arc pour le 5e arc bronchial et le nerf laryngé récurrent ou nerf laryngé inférieur pour le 6e arc bronchial, donc ils viennent du nerf 10, le nerf vague. Donc seuls les 4 premiers arcs que je viens de décrire ici sont visibles car les 5 et 6e ont disparu. Pendant cette branchiomérisation, on va pas seulement avoir la mise en place d'arcs bronchiaux, d'autres éléments vont se constituer et plus tard ils vont former des éléments comme la langue, la glande thyroïde, la glotte ou l'épiglotte par exemple. Donc d'avant en arrière, on va avoir le tuberculum impar. Ça va être le premier soulèvement de l'entoblaste. Donc quand je dis soulèvement de l'entoblaste, je reprends mon schéma. Ça va être ça. Donc ça va être une invagination. Donc le tuberculum impar, c'est la première invagination de l'entoblaste. Lui va donner la partie antérieure de la langue. Ensuite, en arrière du tuberculum impar, on va avoir la première évagination de l'entoblaste. Donc évagination, ça veut dire que l'entoblaste va aller vers l'intérieur. Donc la première évagination de l'entoblaste, ça va être l'orifice du canal thyréoglosse et le canal thyréoglosse juste derrière. Il va relier en fait ce canal, ce qui deviendra la langue et ce qui deviendra la glande thyroïde. Ce canal, il va disparaître, mais il va laisser un reliquat sur la langue et un reliquat au niveau de la glande thyroïde. Ensuite, donc j'ai décrit le tuberculum impar en avant, juste en arrière le canal thyréoglosse, et encore en arrière, on va avoir un deuxième soulèvement de l'entoblaste, donc une deuxième invagination. L'éminence hypobronchiale, elle va former, elle, le tiers postérieur de la langue, donc la partie de la langue qui va être en arrière du vélingual, la partie fixe. Les 3 feuillets, donc ectoblaste, mésoblaste et entoblaste, sont des acteurs de cette branchiomérisation. Je dis bien acteurs. En fait, le moteur de ces 3 feuillets, ça va être le mésoblaste. C'est grâce au mouvement du mésoblaste que l'ectoblaste et l'entoblaste vont bouger. Mais les 3 feuillets sont bien acteurs. Le mésoblaste, lui, est le moteur. On a un autre moteur de la branchiomérisation, ça va être les crêtes neurales. On a les crêtes neurales du prosencéphale, les crêtes neurales du mésencéphale et les crêtes neurales du rhombencéphale, dont les cellules vont migrer pour former d'autres structures. Les crêtes neurales du prosencéphale, elles vont migrer vers les ébauches olfactives. Les crêtes neurales du mésencéphale, elles vont coloniser la partie crâniale du premier arc bronchial, c'est-à-dire le bourgeon maxillaire. Et les crêtes neurales du rhombencéphale, elles vont aller coloniser tous les arcs bronchiaux, c'est-à-dire le bourgeon mandibulaire, donc la partie caudale du premier arc, mais aussi le deuxième, le troisième et le quatrième arc, parce que le 5 et 6e ont disparu. Donc certaines cellules particulières sont originaires des crêtes neurales. On va avoir les cellules à calcitonine qui formeront la glande thyroïde. On a aussi les éléments squelettiques médians de la face et des arcs bronchiaux qui viennent des crêtes neurales. Je dis bien seulement les éléments squelettiques médians de la face et des arcs bronchiaux parce que la plupart des éléments squelettiques vont être issus de la métamérisation avec le mésoblaste paraaxial qui va former les os des membres et le mésoblaste latéral qui va former par exemple les os de la ceinture pelvienne. Les cellules des crêtes neurales vont aussi donner des ganglions cérébraux du mésencéphale, comme le ganglion du 5, le trijumeau, et aussi des ganglions cérébraux du rhombencéphale, le 7, le facial, le 9, le glossopharyngien et le 10, le vague. Les cellules des crêtes neurales vont aussi donner les bourgeons du goût et les placodes épipharyngés qui vont être issus des nerfs 5, 7 bis, 9 et 10, ce qui explique l'innervation complexe de la langue puisque on voit pendant l'embryogenèse que les placodes épipharyngés sont issus de beaucoup de nerfs différents. On va avoir de J31 à J35 le deuxième arc bronchial qui va évoluer, qui va grossir et qui va venir recouvrir les 3e et 4e arcs. Et ça va former une dépression qu'on appelle le sinus cervical. Je vous ai dessiné ça à un grand mot. Mais là, en fait, on va avoir le deuxième arc qui va venir recouvrir les 3 et 4 ici, qui vont donc disparaître et former le sinus cervical. Le sinus cervical, ça va vraiment être une dépression. Sauf que le deuxième, il peut pas être tout seul à venir recouvrir les 3 et 4e arcs bronchiaux,
il est trop faible. Donc on va avoir aussi une migration en ventrale du mésoblast se situant autour des 5 et 6e arcs bronchiaux. Pas les 5e et 6e arcs bronchiaux puisque de toute façon ils ont disparu, mais juste le mésoblast qui se trouvait à cet endroit-là. Il va venir lui migrer pour recouvrir les 3e et 4e arcs pour aider le 2e arc à les recouvrir et former le sinus cervical. Dans le même temps, on va avoir une régression et une disparition de ces 5 et 6e arcs bronchiaux. Et donc, on voit que les arcs bronchiaux n'évoluent pas du tout de façon homogène. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont recouverts, il y en a qui grossissent comme le 2. C'est pas du tout homogène. Maintenant, on va parler de J34. À J34, il se passe pas énormément de choses. Les éléments qu'on a vus vont continuer d'évoluer. Mais on a quand même l'apparition de 2 renflements ovales de la langue de part et d'autre du tuberculum impar, qui viendront donc fusionner avec le tuberculum impar pour former les 2 tiers antérieurs de la langue. Au jour numéro 42, ce qu'on observe, c'est la mise en place des glandes salivaires et de l'ébauche du thymus. Quand on regarde le schéma, on se rend compte que c'est une coupe transversale, donc au niveau de la tête qui passe comme ça. Et en fait, on regarderait du dessus et ce qu'on peut voir directement, c'est la lèvre inférieure qui est formée donc principalement par le bourgeon maxillaire inférieur ou bourgeon mandibulaire, c'est la même chose. Comme Camille vous l'a dit juste avant, l'entoblaste va se soulever à droite et à gauche et se rejoindre au milieu pour former la langue. Elle est donc surtout d'origine entoblastique, mais le mésoblaste intervient aussi dans la formation de la langue. Quand on regarde la langue plus en détail, on observe qu'elle peut être découpée en 2 parties. Une partie qui concerne les 2 tiers antérieurs et une partie qui va concerner le tiers postérieur. Les 2 tiers antérieurs, ils vont être formés, comme on l'a vu juste avant, par les 2 bourgeons d'entoblaste qui vont fusionner au milieu et à part le tuberculum impar qui se trouve juste derrière. Le tiers postérieur, lui, il est formé de la copula et de l'éminence hypobronchiale qui vont fusionner entre eux. La langue en arrière, donc entre, il y a une délimitation qu'on appelle levée linguale. Et au jour 42, justement, on observe quelque chose qui s'y apparente et c'est le sulcus terminalis qui deviendra plus tard le V lingual que vous avez dû certainement voir en anatomie tétécou. Après cette fusion, on va avoir des cellules des crêtes neurales et des placodes épipharyngées qui migreront vers la langue pour lui conférer sa fonction neurosensorielle, c'est-à-dire le goût. Donc vous l'aurez compris, l'élément majeur à se mettre en place au jour 42, c'est la langue. Sur ce schéma, on regarde les choses de l'intérieur parce que c'est une coupe transversale. Donc si on s'intéresse au premier sillon entoblastique, à l'extérieur, au même endroit, on aura le premier sillon ectoblastique, donc qui sera de l'ectoblaste. C'est d'ailleurs là que se trouveront les structures auditives. Donc, pour parler un peu de l'oreille, les 3 feuillets, donc ectoblaste, mésoblaste et entoblaste, ils interviennent dans la formation de l'oreille. L'oreille externe sera majoritairement formée d'ectoblastes, mais aussi un peu de mésoblaste avec le cartilage à l'intérieur. L'oreille moyenne, donc avec la caisse du tympan, sera majoritairement formée d'entoblastes, et aussi un petit peu de mésoblaste avec les osselets. Et l'oreille interne, donc avec la cochlée, donc tout ce labyrinthe qui est un labyrinthe osseux, sera formé majoritairement de mésoblastes, mais aussi un petit peu d'ectoblastes, avec les placodes notamment, qui sont des structures neurosensorielles, donc neurosensorielles ectoblastiques. Donc là, on vient de s'intéresser au premier sillon ectoblastique qui était en regard du premier sillon entoblastique. Si on revient maintenant à l'intérieur, donc on revient sur le schéma et qu'on s'intéresse maintenant au deuxième sillon entoblastique, on observe que c'est là que se développe l'amygdale palatine, les amygdales qu'on connaît tous, qui se situent entre les replis palatoglosse et pharyngoglosse. Donc maintenant, on va s'intéresser à la 3e poche entoblastique. On observe le développement des glandes parathyroïdes inférieures et l'ébauche du thymus principal. Pour rappel, les glandes parathyroïdes sont des glandes qui sont situées juste en arrière de la glande thyroïde. Il y en a 4, donc 2 de chaque côté, 2 inférieures et 2 supérieures, qui vont servir majoritairement au métabolisme phosphocalcique. Et le thymus a un rôle très important dans l'immunité adaptative, dont la formation par exemple des lymphocytes T. Donc ce qu'on peut observer, c'est que ces glandes parathyroïdes et ce thymus va être séparés en 2 parties supérieures et inférieures. Et donc la moitié va se retrouver dans la 3e poche entobronchiale et l'autre moitié dans la 4e poche entobronchiale. Dans le 4e sillon entobronchial, on va trouver les ébauches des glandes parathyroïdes supérieures, ce coup-ci, et l'ébauche du thymus accessoire qui va venir compléter le rôle du thymus principal. 2 ébauches, donc thymus principal et accessoire, vont par la suite fusionner pour donner juste un seul thymus. Pour finir de décrire grossièrement ce schéma et décrire ce qui se passe au jour numéro 42 au niveau de l'intestin pharyngien supérieur, on va décrire ce qui se trouve à l'intérieur du 5e sillon entoblastique. On y trouve l'ébauche du corps ultimobranchial qui est une partie future de la glande thyroïde qui servira à sécréter la calcitonine, qui est une hormone très importante pour le métabolisme du calcium.
La partie principale, elle, de la glande thyroïde ne vient pas d'un sillon endoblastique à proprement parler, mais elle vient du canal thyréogloste qui se trouve en fait juste en arrière du tuberculum impar, donc en fait finalement qui se trouve au niveau de la langue, et elle va effectuer un trajet en descendant de la langue pour aller à son emplacement final à l'âge adulte, qui se trouve au niveau du troisième cartilage trachéal, en dessous du cartilage cricoïde. Le canal que cette ébauche de la glande thyroïde aura emprunté, donc le canal thyréoglosse, va à l'âge adulte se refermer et il donnera deux reliquats, donc un tout en bas au niveau de la glande thyroïde et un tout en haut au niveau de la langue. Au niveau de la langue, ce reliquat s'appellera le foramen caecum et au niveau de la glande thyroïde, c'est le relief médian qu'on appelle la pyramide de l'alouette. Et maintenant, on va passer au jour 49. Donc on voit bien que 7 jours après, la structure a pas mal évolué et on va toujours s'y intéresser par un schéma de coupe transversale au niveau du plancher pharyngien juste ici. On va également commencer par décrire la langue qui se développe de plus en plus comme on peut le voir sur le schéma. Et on peut d'ailleurs décrire les 4 types de papilles principaux qui sont dans la langue et permettent plein de fonctions différentes. Les papilles fongiformes, filiformes, foliées et caliciformes. Pour rappel, les papilles caliciformes sont les 9 papilles qui séparent le tiers postérieur et les 2 tiers antérieurs de la langue en V lingual. Si on s'intéresse maintenant à la première poche entobronchiale, donc en regard de l'oreille à l'intérieur, on peut observer une structure qui vient relier l'extérieur et l'intérieur, qui est la trompe d'Eustache. En regard de ce qui était le deuxième sillon entobronchial et qui a maintenant disparu, on voit toujours l'amygdale, mais que cette dernière s'est dotée de cryptes en regard de l'intestin pharyngé. Les cryptes sont tout simplement des petits trous dans lesquels pourront venir entre autres des lymphocytes et autres cellules immunitaires pour donner son rôle à l'amygdale qui est immunitaire. On observe bien que petit à petit, les structures vont venir prendre leur place, qui vont être leur place finale à l'âge adulte, comme par exemple les cellules à calcitonine, donc le corps ultimo-bronchial qui vient migrer vers la thyroïde. La thyroïde inférieure et supérieure, ainsi que le thymus, font la même chose et migrent vers le milieu et le bas. On peut aussi parler de l'épiglotte, qui est une structure super importante pour la déglutition et le réflexe pharyngé. Elle est formée d'un massif entoblastique, donc toute la muqueuse, qui est poussée à l'intérieur par du mésoblaste, donc le cartilage, et elle est bordée de chaque côté, de part et d'autre, en bas à droite et à gauche, par les bourgeons aryténoïdiens, qui donneront plus tard les cartilages aryténoïdiens, qui seront super importants, notamment pour les cordes vocales. Le jour 49, c'est pas le plus dur, parce que voilà, on a pu décrire tout ce qui s'était passé comme ça. Il faut juste savoir bien le reconnaître quand on voit le schéma, c'est la structure qui est la plus avancée dans tous les cas. Sur ce schéma, on voit tous les différents dérivés musculaires donc, de la face, donc, qui viennent aussi de la bronchiomérisation. Mais l'année dernière, le prof il avait dit qu'il ne fallait pas trop apprendre quel muscle venait de quel arc bronchial, etc. Donc là, je ne vais pas vous le détailler, mais si vous voulez, vous pouvez regarder le schéma juste ici pour plus de détails. En revanche, nous, je me rappelle qu'on avait eu à apprendre les dérivés osseux et cartilagineux, qui étaient dans la tête et le cou, et qui étaient dérivés de la bronchiomérisation. Donc là, je vais vous les énumérer pour essayer de vous les faire apprendre un petit peu. Sur le schéma juste ici, on peut voir que le premier arc bronchial va donner le bourgeon maxillaire supérieur, futur os maxillaire, le cartilage de Meckel, futur bourgeon mandibulaire ou maxillaire inférieur, et de quelques éléments de l'oreille moyenne, notamment le marteau et l'enclume. Le deuxième arc bronchial, c'est beaucoup plus simple. Il va donner le troisième osselet restant, l'étrier, et la partie supérieure de l'osioïde. Le troisième arc bronchial va donner la partie inférieure de l'osioïde, et c'est tout. Les 4 et 5e arcs bronchiaux vont donner la majeure partie du cartilage thyroïde juste ici. Et le 6e arc bronchial va donner la partie très basse du cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Donc on peut vraiment voir qu'on part du premier arc bronchial jusqu'au 6e arc bronchial pour donner la majorité des éléments osseux et cartilagineux de la tête et du cou. Tous les autres éléments non cités viendront majoritairement de la métamérisation, comme par exemple les vertèbres. Les anneaux cartilagineux trachéaux en dessous du cartilage cricoïde ne viennent pas du tout du processus de bronchiomérisation. Et voilà, j'espère qu'on vous a bien fait comprendre et apprendre ce que c'était que la bronchiomérisation et les différents procédés que ça implique. C'est un cours qui est assez difficile à comprendre, mais surtout à apprendre, à pas confondre les jours, de toute façon c'est de l'embryologie, mais à savoir reconnaître une structure et un schéma, à savoir quel jour on se situe, et bien savoir toute la chronologie des événements qui se produisent. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai peut-être pas forcément été claire. En tout cas, je vous envoie toutes mes ondes positives pour ce confinement et pour ces prochaines semaines de révision. Continuez à bien réviser,
Envoyez-nous vos questions et puis n'hésitez pas à venir nous parler, ça nous fera toujours plaisir. Et puis si ça peut vous faire du bien, voilà, bon courage pour la suite. Gros bisous. Ça me gratte, Arthur, tu pourras couper ça au montage. Merci. Et de l'ébauche du Dimus. Bah moi je vais ranger ma chambre et après je fais ma vidéo. Je reviendrai te voir. Mais ça m'énerve. Ah non, tu te détends parce que si t'es énervé, tu vas réussir à rien faire.